cette jonction et peut-être dans quel sens en fait tu as fait ce parcours. C'est quelque chose toutes les discussions méthodologiques nous intéressent. Et par ailleurs, en lien avec les thématiques du séminaire, donc la question du rôle des médias et de la radio dans la construction nationale, parfois dans des luttes politiques, dans des mouvements de décolonisation, etc., est quelque chose qu'on a vu à de multiples reprises et dans des contextes coloniaux, donc de décolonisation ou post-coloniaux. Mais en fait, on n'a pas eu de présentation où ce soit vraiment articulé au contenu des textes, à une analyse plus littéraire. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans ton travail. Et par ailleurs, je voudrais dire, au cas où ça aurait échappé à certains, que donc demain, vous présentez le film, donc Sahara, les voix des martyrs, que tu as réalisé avec Michel Tabet. Et donc, c'est ici, sur le campus Condorcet à Aubervilliers, au GED, à 17h. Oui. Merci. Bon, bah écoutez, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Florence et Aïssatou pour votre invitation et plus largement pour ce séminaire qui est important, je pense, sur l'histoire des radios et des télévisions en Afrique. C'est un champ qui est encore très, très vierge à explorer par les sciences humaines et sociales. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, Aïssatou, depuis quelques années, je mène des recherches sur l'évolution de la place des artistes, des poètes, des chanteurs, des musiciens, des musiciennes, des chanteuses de langue hassaniya dans la vie politique ouest-saharienne. Je l'ai fait à travers différents programmes de recherche, notamment le programme MinWeb en 2015-2017, et dans le cadre d'un programme européen qui vient de se terminer, le RC Cap Sahara. Et j'essaie de voir dans mes travaux, notamment, en quoi les nouveaux médias ont contribué à reconfigurer la relation entre les artistes hassanophones. En tout cas, moi, je m'intéresse en particulier aux artistes de langue hassaniya, entre ces artistes et le pouvoir. Alors, comme Aïssatou l'a rappelé, je travaille plutôt sur la vie politique contemporaine, les productions poétiques et musicales qui circulent aujourd'hui sur le web, en Mauritanie et au Sahara occidental. J'ai deux terrains d'enquête que je fais dialoguer. Mais j'essaie aussi de regarder un peu dans le rétroviseur, si je puis dire, et de saisir ces passés, notamment en Mauritanie, dans les années qui ont précédé et qui ont suivi l'indépendance, donc le 28 novembre 1960. J'ai pas pu faire jusqu'à présent un travail identique au Sahara occidental sur l'histoire coloniale de la radio, des radios au Sahara dans les années 60, 70. Alors ça a sans doute ça a peut-être été fait, notamment un journaliste qui s'appelle Dalmazès, qui a écrit un peu sur l'histoire des médias au Sahara occidental, au Sahara espagnol. Mais je pense que c'est encore un chantier également à investir. Et je m'intéresse notamment aux détenteurs de cette musique ouest-saharienne, les griots morts, et comment elles et ils ont dû composer avec les nouvelles figures du pouvoir dans la Mauritanie post-indépendance, avec le gouvernement mauritanien, avec la présidence de Mortar Oudada, avec les partis politiques, notamment à la fin des années 50, au début des années 60, et avec les mouvements contestataires, et avec ce nouveau média public qui leur a soudain ouvert une surface de rayonnement inédite. Là, je vous renvoie également
le travail notamment de Mamadou Diawara, qui a travaillé sur ces questions dans l'ère Mandé, notamment au Mali, et qui a montré comment justement l'arrivée de la radio, des nouveaux médias, a changé la relation des griots maliens au pouvoir. Donc, les griots morts sont donc un groupe endogame de musiciens-poètes, des familles qui sont intégrées à certaines tribus guerrières ou émirales, qui nomadisaient dans l'actuel territoire mauritanien, et qui seuls sont habilités à jouer et à transmettre cette musique pentatonique, dite azawan. Les hommes jouant d'un luth qui s'appelle le tidinit. Je dis ça notamment pour les personnes qui ne connaissent pas cette musique, qui ne connaissent pas trop la Mauritanie. Les femmes jouant d'un instrument que on voit sur cette photo. Voilà, très bien. Le tidinit, donc le petit luth qui est joué par les hommes, et l'ardine, qui est une sorte de harpe montée sur une calebasse recouverte d'une peau avec 14 cordes à peu près, c'est variable. Là, on a une photo de Sidati Oulaba et de Mounina Mintaïda. Et justement, je vais vous parler un petit peu au cours de cette présentation de Sidati, qui est un griot qui a été justement très très proche de la présidence de Mortar Oudada entre donc 58 et 78, qui était le griot du pouvoir des autres. Et lui, c'était vraiment la figure du griot loyal au pouvoir de Ça va? Alors, les griots du Gawen, comme on les appelle en Hassania, sont à la fois socialement déconsidérés par le reste de la société et admirés pour cette musique, pour leur maîtrise du verbe, de la louange, mais aussi de la satire, et ils sont très craints pour cela. Et à ce titre, ils avaient une place dans la société, ils étaient très courtisés, très choyés par les familles, les personnalités influentes autour desquelles ils gravitaient, et elles gravitaient. Alors, vous allez peut-être entendre davantage parler des hommes, des griots hommes dans cette communication, et c'est vrai qu'à l'époque, ce sont surtout les hommes qui sont au devant de la scène musicale, dans les années 60 notamment, 50-60. Et c'est plutôt dans les années 80-90 que ce sont les femmes griottes qui vont passer au devant de la scène et devenir vraiment les représentantes à l'international, notamment, de la chanson, de cette musique, de cette chanson ouest-saharienne. Donc, je travaille depuis une dizaine d'années entre la Mauritanie et le Sahara occidental, et notamment au Sahara occidental, donc dans les camps de réfugiés sahraouis qui se trouvent dans le sud-ouest algérien. Donc, vous avez une carte, je pense, que vous pouvez voir sur le PowerPoint. Alors, ce sera l'unique diapositive de mon PowerPoint. Et donc, sur cette carte, vous voyez Tindouf, donc camp de réfugiés dans le sud-ouest algérien. Donc, ça, c'est une carte de l'ouest saharien aujourd'hui. Le Sahara occidental, aux années dont il va être question aujourd'hui, était largement, jusqu'en 75-76, le départ de l'Espagne, était une colonie espagnole. Et donc 76, le début de la guerre, avec entre la Mauritanie qui envahit le sud du Sahara occidental dès la fin 75, hein, le Maroc qui envahit le nord après la marche verte de novembre, et le Front Polisario, donc un mouvement de libération qui est né en 1973 et qui commence une guerre de 15 ans contre ces deux occupants et qui demandent la décolonisation du territoire, comme d'autres mouvements indépendantistes en Afrique. Et donc la guerre jusqu'en 91, cessez-le-feu,
avec la promesse des Nations Unies de l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Entre-temps, ce que je n'ai pas dit, c'est que la Mauritanie s'est retirée du conflit en 1979, après le coup d'État sur Mortal Oudada en 1978. Et donc Tindouf, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, hein, Tindouf, c'est donc des camps de réfugiés avec à peu près 150 000, 180 000 personnes, avec des familles qui ont fui la guerre à fin de 75, début 76 et dans les années suivantes, qui ont fui la guerre vers le sud-ouest algérien. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces camps de réfugiés, ce mouvement de libération, qui s'appelle le Front Polisario, va inventer un État en exil, la République arabe sahraoui démocratique. Et ça, je dirais, c'est un petit peu, déjà un peu hors sujet dans ma communication, mais je pense que c'est important de resituer un peu tout ça, puisque ça, c'est 1976. Ma communication traitera surtout finalement des années 60 et du début des années 70. Donc, une ex-colonie espagnole pour le Sahara occidental, ex-colonie française de la Mauritanie, qui est indépendante pour sa part le 28 novembre 1960. Donc, moi, j'essaie de faire dialoguer, en fait, dans mon travail sur la poésie et la chanson engagée et sur la place des artistes en politique. J'essaie de faire dialoguer ces deux terrains où on a des artistes hassanophones qui ont évolué dans des contextes politiques très différents. Et je m'intéresse notamment donc aux artistes qui sont dans les camps de réfugiés de Tindouf et qui composent des poèmes politiques, des chansons politiques, sachant que le Front Polisario, dès sa création et dès la création de la République arabe sahraoui, a investi énormément dans la chanson de mobilisation, dans la poésie de mobilisation. Voilà, mais j'y reviendrai à la fin de ma communication. Alors, je ne vais pas vous cacher que l'histoire de la radio occupe finalement effectivement une place un peu marginale, voire carrément marginale dans mes recherches. Mais je me propose néanmoins aujourd'hui de vous livrer quelques matériaux de recherche. J'ai pu notamment faire des entretiens avec des retraités de Radio Mauritanie, des gens qui ont fait partie des premiers journalistes, des premiers présentateurs de Radio Mauritanie, premiers techniciens, etc. Donc, dans ma présentation d'aujourd'hui, je reviendrai tout d'abord sur les premiers enjeux de création de cette radio, puis sur la problématique du positionnement des griots vis-à-vis de ce nouveau média. J'aborderai ensuite la fameuse guerre des ondes qui est évoquée par Mortal Oudada dans ses mémoires, la guerre des ondes entre le Maroc et la Mauritanie au début des années 60. Et puis, je terminerai sur plutôt la fin des années 60, le début des années 70, avec la radio face à la jeunesse, une jeunesse contestataire, une jeunesse, c'est ce qu'on a appelé en Mauritanie le mouvement des Kadéhines, donc des prolétaires, des jeunes prolétaires mauritaniens, donc période 68-75, et l'entrée dans la guerre en 75. Alors, au début des années 60, effectivement, le régime de Mortar Oudada fait déjà face, donc à l'indépendance, fait déjà face à des contestations très fortes. À l'époque, donc Oudada a d'abord été vice-président du conseil de gouvernement du territoire en mai 57, puis il va présider de droit dès 1958 le conseil de gouvernement et il deviendra un petit peu dans la continuité le premier président de la Mauritanie indépendante en 1960. Alors, voilà, je dis ça pour les personnes qui ne sont pas familières de l'histoire de la Mauritanie. 1960 jusqu'à son renversement en juillet 1978, donc en pleine guerre du Sahara, une guerre du Sahara qui mettra le pays à genoux. Et
et qui se traduira par l'arrivée des régimes militaires au pouvoir, qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Alors, des contestations, je disais, des contestations de l'extérieur, notamment du projet de fédéralisme avec le Sénégal de Senghor et le Mali de Modibo Keïta au tout début des années 60. Une contestation surtout, et plus longue, du Maroc depuis son indépendance, qui contestera contestera devant les Nations Unies l'existence de la République islamique de Mauritanie jusqu'en 1969, avec ce projet de Grand Maroc de la Méditerranée jusqu'au Sénégal, qui avait d'abord été porté par le parti de l'Istiqlal, de l'indépendance, autour de la figure de Allal el-Fassi, et reprise quelques temps plus tard par le monarque marocain Mohamed V en 1958. Donc, des contestations extérieures, des contestations également intérieures, qui émanent de la jeunesse d'abord, des étudiants, des lycéens, des jeunes élites formées pour certaines à l'école coloniale, qui dénoncent, je pense notamment à l'AJM, l'Association de la jeunesse mauritanienne, qui deviendra la NARDA fin des années 50. Je n'ai pas forcément les dates très précises en tête, je m'en excuse. L'AJM, donc l'Association de la jeunesse mauritanienne, qui dénonce un régime inféodé à la France, l'impérialisme occidental, etc. Et puis, on a des défections aussi à la fin des années 50, avant même l'indépendance. On a des poids lourds de la vie politique mauritanienne qui partent au Maroc, qui rallient Rabat. Notamment, on a 2 ministres du gouvernement de Mokhtar Ould-Daddah, donc c'est quand même pas rien, Bey Ould-Sidi Baba et Mohamed El Mokhtar Ould-Ba. On a l'émir du Trarza, qui était une figure politique traditionnelle, si je puis dire, très aimée en Mauritanie, Mohamed Valoumer. Et on a d'autres personnes, notamment Cheikh Ahmed Ould Sidi, qui était directeur de la Caisse de sécurité sociale, etc. Voilà, on a des personnalités politiques importantes qui rallient Rabat avant même l'indépendance de la Mauritanie et qui portent un coup sévère au régime de Mokhtar Ould-Daddah à l'époque. Je reviendrai sur ces ralliements justement à propos de la guerre des Andes, puisque ces ralliements s'inscrivaient dans une concurrence territoriale entre le Maroc et la Mauritanie. Dans ce contexte, évidemment, la radio a eu immédiatement une importance politique énorme pour le jeune État mauritanien. Et je dirais même que c'est l'administration coloniale qui, elle-même, quelques années avant, avait poussé pour que la Mauritanie obtienne cet outil d'information, de diffusion important, notamment en commençant à faire des enregistrements de griots. Et il y a aussi une maison de disques qui s'appelait Ndar Disque à Saint-Louis, puisque le gouvernement officiellement était installé à Saint-Louis, le gouvernement mauritanien avant l'indépendance. La capitale mauritanienne n'existait pas. Nouakchott est né en 1960. Il y avait une maison de disques qui avait commencé à enregistrer des griots qui, au départ, j'y reviendrai dans un instant, étaient assez réticents à faire mettre leur voix dans des disques ou plus tard des cassettes. Alors, évidemment, un outil politique extrêmement important pour ce jeune État mauritanien qui était contesté, très contesté, avec une population qui était très largement nomade à l'époque. Et donc, il s'agissait, ni plus ni moins, évidemment, comme d'autres pays de la région, j'imagine, de susciter la naissance d'une conscience nationale, de stimuler le patriotisme d'une population encore très rurale et très nomade. À l'époque, la capitale Nouakchott ne compte que quelques centaines d'habitants.
c'est une ville qui va émerger dans les années 60 et qui ne connaîtra véritablement un premier bond démographique qu'au début des années 70 avec les sécheresses qui vont affecter l'ensemble de la bande sahélienne. Et je vais justement vous lire un extrait des mémoires de Mortal Ould-Daddah qui justement explique un petit peu l'enjeu de cette radio à l'époque. Le 27 juin 1959, c'est Mortal Ould-Daddah qui parle, ses mémoires, j'inaugurais la station de Radio Mauritanie installée à Nouakchott. Il s'agissait alors d'une radio on ne peut plus symbolique. Un petit émetteur d'1 seul kilowatt installé dans une voiture. La station n'était audible que dans les environs de Nouakchott, qui sont souvent désertés par les nomades, faute d'eau et de pâturage. Mais il fallait que notre capitale, encore en panneau, eût sa radio comme toutes les autres capitales africaines. C'est grâce à l'ingéniosité, au dynamisme, au dévouement d'un excellent journaliste français, Pierre Aymard, qui venait de quitter Radio Dakar, la plus importante station régionale, pour l'aventure radiophonique mauritanienne, que la voix de la République islamique de Mauritanie, entre guillemets, put commencer de se faire entendre. Je précise qu'il existait cependant déjà, depuis une année environ, une petite station de 4 kW, dite Radio Mauritanie, à Saint-Louis, animée elle aussi par un jeune et dynamique journaliste français, Claude Ernoux. Les inaugurée début mars 1958 par le ministre de la France d'Outre-mer d'alors, Gérard Jacquet, cette station ne couvrait que le sud et le centre du pays. Son transfert à Nouakchott, un moment envisagé, n'a pu se réaliser du fait de l'absence totale d'un local approprié et d'une source d'énergie électrique pour l'alimenter. Donc, dans le nord et dans l'est, les auditeurs nationaux ne captaient que la radio marocaine et Radio Dakar. La première nous traitait chaque jour de régime fantoche, de régime des interprètes du colonialisme, de régime mis en place par le colonialisme français pour perpétuer sa domination sur la Mauritanie. Quant à la seconde, c'est-à-dire Radio Dakar, elle était à peine plus tendre pour les isolationnistes réactionnaires, entre guillemets, qui oppriment le peuple mauritanien. Dans cet environnement, il était évident que ce ne serait pas la minuscule station d'1 kilowatt qui allait répliquer à ces radios hostiles. Pourtant, la formule consacrée, entre guillemets, ici Radio Mauritanie émettant de Nouakchott, répétée 3 fois par jour, et bien qu'elle ne fût entendue que par les centaines de Nouakchottois, cette formule nous mettait en quelque sorte du baume au cœur, flattait notre nationalisme refoulé parce que dépourvu de moyens lui permettant de s'affirmer. Ainsi au moins, formellement, notre capitale était dans ce domaine comme les autres capitales. Elle avait sa radio, si modeste fût-elle. Voilà, donc on voit bien à travers ces propos de Mortal Ould-Daddah les enjeux à l'époque de cette radio. Radio Mauritanie est donc, à l'époque une antenne de l'ORTF, avant l'indépendance, via l'OCORA, l'Office de coopération radiophonique. Et donc, elle sera, je pense qu'il y a une petite erreur dans les mémoires de Mortar, elle sera installée à Nouakchott le 13 mai 1961. Alors, les enjeux politiques, on les comprend assez facilement, mais il y a aussi des enjeux très concrets de formation. Et là, bon, j'ai quelques entretiens avec le parcours des premiers personnels mauritaniens de cette jeune radio, des personnes qui sont alors des hommes, d'après ce que j'ai entendu, qui ont fait l'école coloniale, souvent. Avant l'indépendance, on va recruter plutôt des francisans, justement. Donc, qui ont un bon niveau d'études, mais j'imagine aussi un très bon niveau de français, qui, pour certains, vont passer, avant l'indépendance, donc le concours de la SORAFOM.
Société de radiodiffusion de la France d'Outre-mer. Hein, là, je vous renvoie au travail de Thomas Aléris, hein, qui travaille beaucoup là-dessus. Et en fait, ce qui ressort un peu aussi des quelques entretiens que j'ai faits, c'est qu'en fait, il y avait voilà, c'est des jeunes qui arrivaient à Nouakchott. On est au moment où la capitale sort des sables, entre guillemets, où il faut inventer une fonction publique. Et on a des jeunes qui arrivent, qui sont bien éduqués, bien formés, et même après l'indépendance, pour certains qui sont plutôt des arabisants, qui sortent des mahadras, donc des écoles coraniques, et qui, au hasard des circonstances, des opportunités, arrivent comme ça à la radio, donc dans une capitale où il y a un besoin criant de fonctionnaires et de cadres. Et donc, souvent, c'est des personnes qui vont avoir une promotion extrêmement rapide, qui vont passer en quelques années de simples présentateurs de journal à directeur de la radio. Alors ça, c'est la génération plutôt de la fin des années 50, donc pré-indépendance, et du début des années 60. Si on regarde au début des années 70, là, en revanche, on a des personnes qui ont déjà fait, je pense notamment à Saïd Ulhamoudi, qui a fait une école de journalisme en France, à Paris, tout début des années 70, et qui sera rédacteur en chef à Radio Mauritanie. Donc ça, c'est 10 ans plus tard. C'est une génération un peu plus âgée. Alors j'ai, par exemple, le parcours d'un monsieur qui est, j'espère qu'il est toujours vivant. J'avais fait un entretien avec lui il y a quelques années, Mohamed Baba Fall. Je ne sais pas, j'aurais peut-être dû anonymiser les personnes. Qui est né en 1939, qui était pupille de la République, orphelin, pupille de la République, qui grandit à Saint-Louis du Sénégal, donc dans les années 40, qui entre au lycée Faidherbe en 1949, au collège Blanchet en 1951-52, donc il est renvoyé et il termine son collège, son lycée, collège, au collège Xavier Cocolani à Rosso au début des années 50. Et donc, il me racontait dans un entretien, dont je vous donne quelques bribes, après une année ou deux, j'ai été mis à la radio, ainsi que, alors, il avait été recruté comme enseignant de primaire, et après une année ou deux, j'ai été mis à la radio, ainsi qu'Ahmed Baba Miské, en 57-58. Alors, Ahmed Baba Miské, c'était un des leaders à l'époque, justement, de l'AJM, de l'Association de la jeunesse mauritanienne. C'est des jeunes activistes qui étaient plutôt sous surveillance de l'administration coloniale, puis du régime de Mortal Oudada. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée à la radio avec Daoud. C'était des toubabs qui s'occupaient de la radio, qui ne connaissaient pas la Mauritanie, ne parlaient pas mort, Sania. À la radio, il y avait beaucoup de disques, de la propagande française, des actualités. Le rédacteur était un Français, d'Armagnac. C'était le capitaine Bellet qui supervisait la radio. Alors, le capitaine Bellet, ce sera le premier conseiller militaire de Mortal Oudada. Et aux émissions du soir, il y avait de la culture hassania, griot, poésie. Alors, il ne parle pas des autres cultures, des autres groupes ethniques de la Mauritanie. On pourra en discuter aussi. Donc, jeune enseignant du primaire, Mohamed Baba Fall est affecté donc à la radio en 57, où il retrouve le leader de l'AJM. Ils étaient considérés à l'époque comme de jeunes contestataires. Et effectivement, le pouvoir craignait que ces jeunes recrutés à la radio profitent de leur position pour diffuser leurs idées politiques. Et donc, par exemple, Mohamed Baba Fall, il est très vite réaffecté à l'enseignement primaire dans l'est de la Mauritanie, où il se souvient d'ailleurs avoir tenu un bureau de vote sur le maintien de la Mauritanie dans la communauté française en septembre 58, le fameux référendum. Donc lui, il était encarté à la JM ou à la NARDA, qui est devenue la NARDA ensuite. Donc il était le secrétaire général par intérim à Saint-Louis.
à un moment d'ailleurs où tous les leaders de la Narda étaient en résidence surveillée dans une ville de Mauritanie, qui s'appelle Tichy. Et il me racontait dans un entretien que finalement, il sera rappelé par Mortar Oudada à la radio en octobre 61, d'abord comme speaker francophone, puis rédacteur en chef en 63-64, et enfin directeur général de la radio en 66. Vous voyez les carrières extrêmement brèves. Il faut dire que la Narda, entre-temps, c'était comment dire, fortement, le parti s'était essoufflé. Un autre parcours qui est celui de Abdelwahab Sheiga. Alors lui, il est d'une génération, la génération précédente, puisqu'il est né en 1916 au Maroc, où il écrivait dans la presse indépendantiste marocaine. Il doit fuir le Maroc en 1954. Il part se réfugier en Mauritanie pour faire du commerce. Il participe ensuite à un concours pour des enseignants arabisants. Il est recruté en 56-57 comme enseignant. Il est envoyé à l'intérieur du pays. Il continue à écrire dans la presse, notamment dans le premier journal mauritanien à Saint-Louis, intitulé Mauritanie Nouvelle, qui était édité en arabe et en français. Et en 60-61, il réussit un concours d'administrateur. Il est alors nommé directeur de la radio. Il prendra ses fonctions à Saint-Louis et il restera directeur de la radio jusqu'en 1965. Bon, après, il va être limogé pour des raisons politiques que je n'ai pas pu trop éclaircir. Donc, il y a des enjeux de formation, il y a des enjeux techniques, évidemment aussi. Alors, j'imagine que vous en avez pas mal parlé dans vos différents séminaires. Des enjeux techniques pour exister dans le paysage radiophonique de l'époque. On a compris à travers les propos de Mortar Oudada que c'est ça l'enjeu, c'est d'exister tout simplement pour ce nouvel État-nation où la capitale est en construction, etc. Et en 61, effectivement, on captait, alors Mortar Oudada a cité Radio Dakar, entre autres, on captait très bien aussi Radio Rabat, Radio Algérie durant la guerre d'Algérie, Saut el Arab, donc la voix des Arabes d'Égypte, la voix de l'Amérique, la BBC, la Deutsche Welle et d'autres radios. Donc, il y a eu l'histoire des émetteurs dont Mortar Oudada parle dans l'extrait. Donc, premier émetteur installé à Saint-Louis, un émetteur en onde moyenne d'1 kW, et qui diffusait ce message resté un petit peu cher aux personnes que j'ai interviewées. Ici, Saint-Louis, radiodiffusion de la France d'outre-mer, émettant de Saint-Louis pour le compte du Sénégal et de la Mauritanie. Alors, bon, donc, il y avait ces aspects techniques des émetteurs, parce qu'il fallait toucher un territoire qui était très vaste. Déjà, la Mauritanie, ça fait à peu près 2 fois le territoire de la France, 1 million de kilomètres carrés, c'est quand même très grand. Et il fallait bien sûr que les gens aient des radios, des postes de radio. Et là, j'ai un petit extrait aussi là-dessus, avec extrait d'un entretien avec un retraité de Radio Mauritanie, entretien que j'ai fait en 2014. Les premiers postes transistors étaient très gros, très volumineux et donc capables d'amplifier de petits sons. Le récepteur était conçu de manière à amplifier de petits signaux, et c'était le cas des grands postes de marque Curer. De grands postes qui mesuraient presque la moitié de cette table. Je vous montre la table sur laquelle on faisait l'entretien, un bureau. Des postes avec une batterie extérieure. La deuxième marque de poste radio qui a fait son entrée sur le territoire était une marque japonaise, je crois. Elle s'appelait Aiwa. Vous connaissez cette marque.
Et comme Aywa en Hassaniya et en arabe, ça veut dire, allez, bon, alors, on disait, il plaisantait avec ça, on disait qu'elle était fragile et qu'il suffisait de rien pour qu'elle tombe en panne. Les Mauritaniens disaient Aywa khasrat. Khasrat, c'est elle s'est gâtée, elle s'est cassée. La radio Aywa khasrat. Alors, elle tombe en panne. Les Mauritaniens riaient beaucoup de ce nom Aywa. C'était surtout donc les commerçants, les grands propriétaires de bétail qui possédaient ces appareils. Généralement, dans un campement, puisque je disais que la société était très largement nomade, généralement, dans un campement, vous ne trouviez qu'un seul appareil radio et tout le monde se réunissait autour du poste de radio pour écouter. Alors, donc un enjeu technique, aussi bien dans la production du message radiophonique que dans sa réception. Et puis, donc, il y avait aussi donc, ce problème politique de qui pouvait parler au micro, une forte suspicion vis-à-vis des jeunes recrues de la radio, des jeunes francisans, jeunesse contestataire à l'époque, très largement contestataire, qui ne cachait pas en 57-58 ses sympathies pour les appels anti-impérialistes du Maroc. On sait que l'AJM, Narda, avait une certaine proximité, en tout cas pour une partie de l'AJM, avec le Maroc. Donc, c'est les jeunes qui vont être sous surveillance, et on retrouvera ce même problème 10 ans plus tard avec la vague des Kadéfines, donc des prolétaires mauritaniens, dans les années 68-75, où on a des jeunes qui sont recrutés à la radio, notamment la personne que je viens de citer, avec qui j'avais fait un entretien, ce retraité de Radio Mauritanie, qui était Kadeh, qui faisait partie des Kadéfines, comme beaucoup de jeunes à l'époque. Vraiment, c'était une grande vague de contestation qu'il y a eu d'ailleurs dans toute l'Afrique et ailleurs dans le monde, comme vous le savez. Et donc, des jeunes qui vont être très surveillés et qui ne pourront absolument pas utiliser la radio pour faire passer leur message. Alors, deuxième aspect de mon intervention, la question du positionnement des artistes vis-à-vis de la radio. Je vous disais qu'il y a quand même une forte réticence des griots vis-à-vis de ce nouveau média, qui renvoie sans doute à la question du statut, de la voix, de la parole dans cette société, comme si la radio faisait concurrence à leur rôle de porte-voix des communautés humaines dont ils et elles relèvent. Et donc, il y a eu, à ce moment-là, donc à la naissance de la radio, il y a eu un vrai conflit de loyauté pour les griots entre l'État et la tribu à laquelle ils appartenaient. Alors, donc ça va se faire petit à petit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des premiers enregistrements de griots qui sont diffusés. Et effectivement, il y avait un vrai enjeu pour l'État à l'époque de convaincre les griots, puisque en fait, avant la radio, le média, c'était qui? C'était eux. C'est ce qu'il faut comprendre. Le média dans cette société, c'était eux. C'était eux qui faisaient passer les messages politiques et autres. Le griot apparaissait à l'époque comme un leader d'opinion et il était connu et utilisé comme tel déjà par l'administration coloniale. L'administration coloniale s'en était déjà aperçue. Ce n'est pas à l'indépendance que les gens s'en rendent compte, évidemment. C'est pour ça qu'il y avait déjà eu des enregistrements de fait dès les années 50. Donc, pour le régime de Mortabou Dada, c'était important. Lui qui pourtant était d'une tribu maraboutie, religieuse, on dit en Mauritanie que le griot n'est pas l'ami que le marabout n'est pas l'ami du griot, parce que les griots sont
gravitent dans des tribus guerrières et sont proches des familles importantes des tribus guerrières, mais surtout pas des tribus maraboutiques. Malgré ça, malgré que Mortal Dada soit issu d'un milieu maraboutique, donc de lettrés, eh bien, il avait tout à fait conscience qu'il fallait, pour se faire entendre des populations et fidéliser un public national, il fallait passer par les griots. Et donc, les griots ont eu vraiment une pression très forte, notamment Sidati ou Laba, et donc que vous voyez ici sur cette image, je ne sais pas si elle est à l'écran, sur vos écrans. Ils ont eu une pression très forte, notamment du régime de Mortal ou Dada, pour donner leur voix, pour prêter leur voix à la radio. Et quelqu'un comme Sidati ou Laba, qui pourtant ensuite est devenu une des voix les plus importantes de la radio, de Radio Mauritanie, au départ, ils ont dû aller le chercher dans son campement, lui faire pression par des liens de parenté, etc., pour le convaincre de venir à Saint-Louis, se faire enregistrer, etc. Donc pour le pouvoir, c'était vraiment très important. Et en même temps, les partis contestataires, les mouvements de contestation comme la Narda, au début des années 60, eux, effectivement, ne passaient pas à la radio, surtout après l'indépendance. À la limite, ils y passaient plus avant, du temps de, enfin c'est ce qu'on m'a dit, du temps de l'administration coloniale. Il y avait plus finalement dans un entretien qu'on m'a dit ça, plus finalement de place au débat et au pluralisme. Peut-être pas débat, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas au pluralisme qu'après l'indépendance. Donc, il y a des griots qui, effectivement, vont s'afficher très vite aux côtés de l'État et d'autres pas. Et là, je pense notamment à la rivalité qu'il y a eu entre donc, Sidati ou Laba, qui vraiment a été le griot du régime de Mortal Dada, c'est lui qui a chanté l'hymne national, c'est lui qui a chanté la chanson de la monnaie nationale en 1973, qui était invité à toutes les visites présidentielles, enfin des présidents étrangers, etc. Donc c'était vraiment le griot de la présidence. Contrairement à un cousin à lui qui s'appelait Jeish Oulaba, qui lui était plutôt le griot qui chantait aux côtés des jeunes contestataires de la Narda, qui plus tard va chanter pour le Front Polisario, bien que mauritanien, pendant la guerre. Donc c'était un truc complètement fou. C'était un griot qui était non-voyant, qui avait appris la musique avec son père. Son père avait fixé des clous sur son instrument pour qu'il se repère, qu'il apprenne à jouer du Tidinit. Mais donc Jeish Oulaba va être beaucoup moins présent à la radio nationale que son cousin Sidati Oulaba. Donc il y avait des griots qui étaient plutôt proches de la contestation, des jeunes contestataires, et Sidati me disait dans un entretien, je ne pouvais rien faire contre l'État et le PPM. Le PPM, c'était le parti du peuple mauritanien, le parti unique. Il me disait dans l'entretien qu'il avait un traitement de faveur de la part de Mortal, qui ne pouvait pas lui faire faux bon, et que les autres artistes pouvaient aller avec les autres. Lui était plus attaché que les autres à Mortal. Voilà. Et donc, effectivement, il chantera toutes les chansons nationales, une bonne partie. Donc, pour les griots, il y a des enjeux à travers ce nouveau média, se posent des enjeux de territoire, de surface de rayonnement. Il y a la question évidemment aussi de l'immunité du griot dans la société, puisque le griot peut chanter des louanges comme de la satire, personne ne lui en voudra, parce que on considère simplement que c'est un porte-voix. Donc, dans la société, effectivement, il avait une sorte d'immunité, et avec ces changements politiques post-indépendance, le positionnement des griots va être assez compliqué,
Et voilà, notamment, qu'est-ce que va se poser très vite la question de l'engagement du griot dans ces mouvements de contestation. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont véritablement engagés ou est-ce qu'ils sont simplement, est-ce qu'ils portent simplement la voix de leurs amis qui sont dans ce mouvement et qui font partie des élites de la société. Bon. Donc moi, j'essaie de travailler un peu là-dessus dans mes recherches. Ce changement de statut du griot aussi à l'artiste. Dès lors que la voix du griot passe à la radio, il devient aussi, il se rapproche du statut d'artiste, comme d'autres artistes africains ou occidentaux qu'on va écouter à cette radio. Donc il y a un enjeu derrière, puisque je vous disais que les griots appartiennent à une caste qui est assez méprisée. Hein. Personne ne donnerait sa fille à un griot. Encore aujourd'hui en Mauritanie, hein, les hiérarchies sociales en Mauritanie sont encore extrêmement dures jusqu'à présent. Et donc, il y a un enjeu d'émancipation, vous disais-je, derrière effectivement cette reconnaissance que va pouvoir obtenir le griot à travers ce nouveau média. Mais il y a aussi un changement de répertoire, puisqu'il faut s'adapter à une nouvelle demande musicale. Il faut faire des musiques un peu plus sympas, un peu plus, voilà, il faut sortir éventuellement des canons de la musique traditionnelle azawan et essayer de séduire un public plus large que celui de la tribu. Voilà, donc moi, dans mon travail, c'est un peu comme ça aussi que j'en suis venue à m'intéresser un peu à la radio. Je m'intéresse justement à la trajectoire de certains griots qui se sont engagés aux côtés de mouvements contestataires, parce que justement aussi ces mouvements n'avaient pas accès à la radio. Donc comment ils devaient faire pour continuer à sensibiliser les jeunes sans la radio, sans ce média? Eh bien, il fallait aller chercher des griots. Voilà. Et donc, il y a eu Jeish Oulaba, de la Narda, Selmou Nevrou, Mnina Mintaleya, et puis surtout un peu plus tard, au moment du mouvement des Kadéchines, des prolétaires, 68-75, des gens comme Mohamed Shein ou Mohammadou, qui étaient d'une grande famille de griots du Brakna, qui ensuite va devenir avocat, va complètement quitter la musique et la chanson, il va devenir avocat. Je pense aussi à Hadrami Meidar. Alors, donc, pour illustrer cette problématique du positionnement des griots vis-à-vis de ce nouveau média, eh bien, je voulais revenir à cet épisode de la guerre des ondes entre Radio Mauritanie et Radio Rabat. Je vous ai parlé tout à l'heure du ralliement au Maroc de ces poids lourds de la vie politique mauritanienne en mars 58. Ce qui est intéressant, c'est que très vite, ils sont rejoints par deux griots. Ahmedou Meidar, qui a été le premier griot à chanter, à être diffusé à la radio nationale mauritanienne, Radio Mauritanie, Ahmedou Meidar, qui est d'une famille de griots du Trarza, donc du sud-ouest de la Mauritanie, vers Rosso, Nouakchott, là, vous voyez. Et Jeish Oul Mohammadou, c'est donc un griot qui est mort dans les années 70, qui a toujours chanté pour des mouvements de contestation par la suite. Alors, à l'époque, c'est vraiment deux vedettes. C'est vraiment des griots qui sont très aimés, très appréciés. Et ils partent rejoindre ces poids lourds de la vie politique mauritanienne, et notamment l'un d'entre eux, je vous ai parlé tout à l'heure de l'émir du Trarza, Mohamed Fall Omer, l'émir du Trarza. Et donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, au moment où l'indépendance de la Mauritanie se profile, au moment où l'indépendance du pays se profile,
et que finalement, on a ces figures politiques qui sont indécises sur est-ce que la Mauritanie va se faire, est-ce que cet État-nation est plausible, est-ce qu'il est, voilà, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il ne faut pas mieux rallier le Maroc, État musulman à l'époque. Il faut savoir que c'est le premier pays musulman de la région, avec le commandeur des croyants, Mohamed V à l'époque, donc il y a un prestige pour, dans cette région musulmane. Mais voilà, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces deux griots font défection. En fait, ils ne font pas forcément défection, ils suivent l'émir du Trarza, qui est leur ami. Voilà. Leur ami, donc ça veut dire quoi? Leur protecteur, etc. Leur mécène. Voilà. Et donc, j'ai rencontré il y a 3 ans le fils d'un de ces deux griots, Ahmedoul Meidar. Donc, son fils, qui est aussi un griot connu aujourd'hui, Mohamed Salem. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi ton père a fait ça? Qu'est-ce qui a pu motiver son départ, sachant que ces poids lourds de la vie politique mauritanienne sont rentrés en Mauritanie en 63, donc 3 ans après l'indépendance. Et il me disait ceci, Omer, donc l'émir, Omer était aimé de tout le monde. Lorsqu'il a pris la décision de quitter la Mauritanie pour le Maroc, la majeure partie de ses fidèles l'ont suivi là-bas, dont mon père et un certain nombre de jeunes de la région. Ahmeddou, donc le père, connaissait déjà le Maroc. Il savait ce qu'il faisait. Alors, il est parti rejoindre Omer. Il a travaillé à la radio-télé marocaine. Même la maman, donc sa mère, même la maman a eu son engagement à la télé marocaine. Elle l'avait suivi sur place. On était très jeunes, j'étais à l'école primaire, Loubaba, ma sœur, était à peine sevrée. Alors, Mohamed Val ou Omer, c'était autre chose. On pouvait tout laisser pour le suivre. Donc, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que la loyauté vis-à-vis de la figure politique, de la tribu, etc., prime sur la loyauté vis-à-vis de cet État-nation qui est encore très, très difficile à imaginer, peut-être pour certaines figures politiques mauritaniennes. Et il ajoutait, je lui demandais, mais alors quand il est rentré, est-ce que ce départ avec Omer n'a pas eu d'effet sur la suite de sa carrière? Est-ce qu'il a pu continuer à passer à la radio mauritanienne? Et Ahmed Salem me répond, bien sûr, il y a des enregistrements qui ont été faits dans les années 60, même dans les années 70. De ce côté-là, l'artiste, entre parenthèses le griot, n'a pas de problème. Il est plus ou moins intouchable, ouais, c'est ça. Les Mauritaniens, leur vie est une vie faite de simplicité. Les artistes, c'est autre chose. Personne n'aime toucher à un artiste, faire du mal à un artiste. Voilà. Donc ça, c'est l'immunité aussi l'immunité du griot, qui était un média, en fait. Qui était un porte-voix. Alors, donc, cette guerre des ondes, elle est tout à fait passionnante. Vous me direz hein, quand je dois m'arrêter. Entre Radio Rabat et Radio Mauritanie, combien, 15 minutes peut-être? Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Entre Radio Rabat et Radio Mauritanie, et donc on a eu au début des années 60, c'est Mortar ou Dada, on parle dans ses mémoires, que cette Radio Rabat avait une émission qui était destinée à la population hassanophone de toute la région, jusqu'à la Mauritanie, qui s'appelait Ikhwanouna fil Genoub, nos frères du Sud. Et donc les Mauritaniens, au début des années 60, ont répliqué par une émission intitulée Ikhwanouna fil Shemen, nos frères du Nord. Et c'était donc là, les deux radios ont croisé le fer, et chacune essayait de dénigrer les efforts de construction nationale de l'autre. Voilà. Ce que disait déjà Mortar tout à l'heure dans l'extrait que je vous ai lu. Et du côté mauritanien, on se plaisait à ironiser sur la famille royale marocaine, etc., qui était à l'époque assez... qui ne se faisait pas trop. Et donc, il y avait de la poésie satirique, il y avait
Ce qui est intéressant, c'est que du côté de Radio Rabat, justement, on utilise ces griots qui sont partis avec ces poids lourds de la vie politique. On leur demande de parler à la radio, de dire des poèmes, de chanter contre la Mauritanie, finalement. Alors, c'était peut-être pas aussi net que ça, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, on leur demande de chanter dans cette émission pour être entendus par le public hassanophone du Sahara espagnol à l'époque et de la Mauritanie. Ce sont des émissions qui, d'ailleurs, se font en langue hassania, hein, pas en arabe classique, pas en darija marocain, voilà, c'est en langue hassania. Donc, clairement, on vise la population de la région qu'on va essayer de convaincre de la consistance du projet de Mortar Dada. Donc, une guerre des micros, une guerre des voix, avec un personnage tout à fait important à l'époque, qui était un présentateur de la radio, qui s'appelait, alors j'ai pas noté son prénom là, mais je dois l'avoir quelque part, qui s'appelait Oulagat, et j'ai un petit extrait d'entretien là-dessus. J'espère que mes extraits ne vous sont pas trop fastidieux à entendre pour vous. Alors, un petit extrait donc d'un entretien que j'ai fait avec un monsieur qui travaillait justement avec l'animateur de cette émission de radio mauritanienne, Ikhwanouna Fiche Chamel, et qui dépeint un peu ce personnage. L'idée de ces émissions, c'était, je vous l'ai dit, de se moquer un peu de l'adversaire. Oulagat, me dit cette personne avec qui j'ai fait cet entretien, Oulagat, c'est un homme qui vient d'une grande famille de l'Est de la Mauritanie. Il a fait l'école coranique, comme nous tous, et à l'âge certainement de 30 ans, il est parti faire le commerce à Kano, au Nigeria. Il s'est installé, devenu commerçant là-bas, un homme intelligent qui connaît bien la musique. C'est un Veta. Alors, un Veta, c'est un lettré bien éduqué, voilà, en hassanien. C'est un Veta, il est beau, c'est un moqueur, il a une langue formidable, il écrit très bien. Donc, Mortar Ouldadda a remarqué ce monsieur-là, qui a une présence dans les réunions. C'était avant l'indépendance, et surtout, c'était quelqu'un qui venait de l'Est. Et Mortar avait toujours ce principe d'associer tous les Mauritaniens de toutes les régions. Il est venu ici à Nouakchott en 1959, et c'est alors que Mortar a appelé Oulagat comme speaker arabe, et au mois de juin 60, donc moins d'une année après, je suis venu, j'étais son second, et tout de suite après l'indépendance, on a créé cette émission pour répondre aux Marocains. Oulagat a été chargé de cette émission, ce qui était très curieux pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de journalisme, qui n'était pas un griot. Mais c'était un phénomène, et qui était donc d'une tribu maraboutique. Mais c'était un phénomène, ce Oulagat. Vous voyez, ce qui est intéressant là aussi, c'est que ce que je trouve intéressant ici, c'est le profil aussi des présentateurs. Ce n'est pas un journaliste, c'est surtout pas un griot, puisqu'en plus, c'est une famille maraboutique, d'une tribu maraboutique. Et le fait qu'ils disent c'est pas un griot, c'est pourquoi? Parce qu'effectivement, à la radio, à l'époque, c'était surtout des griots qui intervenaient, et parce que ce sont les griots qui ont cette légitimité pour faire entendre leur voix, faire circuler des poèmes. C'est eux qui ont l'exclusivité, finalement, sur la parole publique. Et ça, c'est intéressant. Je trouve, du point de vue du statut, justement, de la voix et de la légitimité des personnes qui ont le droit de se faire entendre. Donc, il y avait ce Oulagat, et puis il y avait un autre personnage, bien sûr, que certains d'entre vous connaissent, sans doute, ont entendu parler. C'était Hammam Fall, qui était un très grand poète mauritanien, plutôt un poète populaire, hein, pas une poésie élitiste, on va dire. Et lui, c'est vraiment une figure très importante de la radio des années 57 jusqu'à la guerre. Il est mort en 79, et c'est vraiment un poète qui a vraiment utilisé la radio pour son rayonnement, pour le rayonnement de ses productions.
qui lui a permis d'épanouir toute sa créativité et d'accroître énormément sa notoriété. Et c'était vraiment le poète du régime de Mortar Oudadda. Donc, il s'est clairement donné pour servir le parti unique, le développement du pays, pour composer des poèmes d'orientation, pour inventer des sketchs qu'on appelait à l'époque des keikopa, des sketchs de conscientisation du Mauritanien, notamment des sketchs sur le développement, la modernité, l'hygiène, l'école, ouais, donc dans les années 60. Et surtout, c'était un personnage très fantasque, très loufoque, ou loufoque assumé, qui utilisait donc beaucoup le rire et la distraction pour éveiller la société, mais aussi pour critiquer, non pas Mortar Oudadda, mais souvent ses ministres. Voilà. Donc, vous voyez, ce type de personnage, dans les années 60, c'est vraiment des personnages qui sont des présentateurs, qui s'imposent, et en fait, qui sont issus de la tradition orale, qui maîtrisent cette tradition orale et qui... bon, je vais avancer parce que j'ai plus grand-chose à dire. Hein. On va peut-être terminer quelques minutes sur les années donc 60 jusqu'à 78 très rapidement. Donc la radio va rester la voix du parti État, qui est instauré dès 1965. Alors sur ces années, fin des années 50, début des années 60, sur cette histoire tourmentée de la Mauritanie, bon, je vous invite à lire notamment le travail de Marchesin, qui est très connu, hein, qui a été publié en 92, je crois, et plus récemment de l'historienne Camille Evra, sur cette période 57-63, voilà, un article dans l'année du Maghreb qui est très bien, notamment là-dessus. Donc, ensuite, la radio reste la voix, je vous disais, du parti État. Y compris donc, lors de cette page très importante des Kadéhines, 68-75, avec cette vague de protestations énormes qui émanent des collégiens, des lycéens, des syndicalistes, des étudiants qui sont à l'étranger, puisqu'il n'y a pas d'université en Mauritanie à l'époque, qui va vraiment embraser la jeunesse, mais qui n'avait pas accès à la radio. Donc, il va aller chercher des griots, des jeunes griots qui vont chanter pour eux, que j'ai cité tout à l'heure. Qui vont faire passer leurs poèmes par l'oralité, hein, par le bouche à oreille, comme ça marche très bien en Mauritanie, comme ça marchait avant la création de la radio, notamment pour viser des personnes comme Hemmam Fall, le poète que j'ai cité juste avant, qui était le poète de Mortar Oudadda. Et en revanche, Hemmam Fall utilisera la radio pour répondre par des allusions à cette jeunesse contestataire des Kadéhines. La radio Mauritanie va également être au service, se placer au service du panafricanisme de Mortar Oudadda et de son engagement aux côtés de peuples en lutte pour leur émancipation, donc en réservant des créneaux horaires à des mouvements comme l'ANC, le PIGC, le Parti de l'indépendance de Guinée-Bissau, le Frélimo, Mozambique, la Palestine. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aussi dans mes recherches, c'est d'essayer de faire le lien entre le mouvement des Kadéhines, donc 68-75, mauritanien, et le Front Polisario qui naît au Sahara occidental, et dont le leader, notamment El Wali Mustafa Seyed, sera à Nouakchott dans les dernières années, enfin 73, 74, 75. Il rencontrera Mortar Oudadda jusqu'en 75, avant que Mortar change de projet vis-à-vis du Sahara espagnol et décide d'envahir et de s'entendre avec le Maroc pour envahir la moitié de ce territoire. Mais il y a eu des liens assez tardifs
entre les Kadéhines mauritaniens, les prolétaires mauritaniens, les révolutionnaires mauritaniens, et le Front Polisario, donc dans les années 74-75. Et le Front Polisario va utiliser énormément aussi la poésie et la chanson pour mobiliser notamment des populations du nord mauritanien qui vont rejoindre Tindouf. Voilà, donc bon, là on sort un petit peu de cette histoire, mais c'est-à-dire que là on va rentrer après ce mouvement, cette période de contestation par la jeunesse qui s'achève en 75 avec le ralliement d'une partie des Kadéhines au régime de Mortar. On va rentrer dans la guerre. Et donc là, deuxième guerre des ondes, si on peut dire, où là, cette guerre des ondes se fera entre Radio Mauritanie et Radio Alger, puisque Radio Alger réservera des tranches horaires pour le Front Polisario, notamment depuis un relais à Tindouf. Mais ça, à préciser, c'est à préciser. Et c'est une radio, donc cette voix du Front Polisario, elle va être très écoutée dans le nord mauritanien. Elle va susciter énormément de ralliements de populations du nord mauritanien à la cause sahraoui. Radio Mauritanie va installer une antenne à Dakhla, donc en territoire occupé du Sahara espagnol, ex-espagnol. Alors, j'ai plus les dates en tête ici, où là, le message, ça va être donc, la réunification des Sahraouis à la patrie mauritanienne, etc., Tawhid el-Watan. Donc, à l'époque, pendant la guerre, on entend surtout des chants patriotiques, évidemment, mais aussi de la poésie ancienne sur la région, avant la colonisation. Et puis, il y a une vraie guerre des rimes, une guerre des poètes, notamment avec une autre figure importante à l'époque qui s'appelle Ould Rabbani. Ould Rabbani qui, chaque soir, vers 21h, à Radio Mauritanie, envoie des poèmes, des flèches poétiques au Front Polisario. Mais les Mauritaniens écoutent aussi les répliques sur Radio Alger, etc. Donc, une guerre du verbe. Finalement, dans un entretien, on me disait, mais en fait, les gens suivaient avec plus d'attention le combat poétique que le combat militaire. Et de toute façon, on ne disait pas grand-chose du combat militaire, puisqu'il ne fallait surtout pas parler des victimes de ces années de guerre mauritaniens. Et voilà. Donc, au final, pour conclure, donc on a, j'ai essayé de brosser un petit peu vous donner quelques matériaux d'enquête, de manière un petit peu, peut-être un peu décousue. En 78, on a l'arrivée des militaires au pouvoir, un coup d'État sur Mortar Dada, les militaires prennent le pouvoir, il y a plusieurs coups d'État, et puis ensuite la présence au pouvoir d'un colonel qui s'appelle Sid Ahmed Ould Taya, de 84 à 2005. Et ce qu'il faut peut-être dire pour conclure, c'est que finalement, la radio va rester pendant toute cette période jusqu'à la transition démocratique de 2005, puisque Taya est renversé en 2005, la voix unique, finalement, du régime. Bon, il y a la télé dans les années 90 qui arrive, mais qui va rester aussi une télévision d'État. Il faut vraiment attendre les années 2005-2007 pour qu'il y ait une démocratisation des médias en Mauritanie. Donc, c'est quand même très tardif. Une radio citoyenne, mais qui sera assez vite fermée. Pas de radio libre, quasiment pas, à ma connaissance. Sinon, peut-être une ou deux radios rurales. Et puis, à partir de 2006-2007, donc des chaînes privées qui vont se créer, mais avec néanmoins qui vont être très peu critiques sur le régime. Donc la radio va rester très longtemps, jusqu'à présent, la voix très docile du pouvoir, avec une place très limitée aux minorités ethniques en Mauritanie, une forte autocensure des journalistes,
Et c'est vraiment l'arrivée du web qui va permettre justement une alternative en termes de critique politique, de diffusion de chansons engagées, de rap, par exemple. Donc voilà, donc c'est un champ de recherche qui reste, à mon sens, à explorer. Moi, je ne vais sans doute pas le faire parce qu'il faut beaucoup de temps, il y a des thèses à faire là-dessus. Mais qui a finalement, j'ai l'impression jusqu'à présent, assez peu intéressé la recherche en sciences humaines et sociales, mais d'après ce que j'ai lu, c'est assez général pour l'histoire des radios et des télévisions en Afrique. Il y a encore beaucoup à faire. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention. Et malheureusement, je n'ai pas du tout évoqué les textes des poèmes, des chansons. Ça aurait pris du temps. J'ai préféré me concentrer sur des figures qui me semblent importantes. Merci Sébastien. J'espère qu'on m'entend. Tu veux que je ferme le micro pour que tu ouvres le tien? Oui, bah oui, si tu penses qu'on t'entend. Sinon, tu viens.